Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à cette soirée d'ouverture, première soirée du festival Alternativa Léman pour sa 9e édition. Je me présente, je suis Achille Karangwa, journaliste pour Le Courrier à Lausanne. Merci de m'accueillir dans votre ville. J'ai le plaisir d'animer ce premier événement ce soir et comme vous le savez, j'imagine, cette soirée est consacrée à la politique climatique des ultra-riches. Et je précise encore que cette soirée est organisée par notre journal en partenariat avec l'Espace Dickens et Antipolis. Pour aborder ce sujet, on a le plaisir d'accueillir Édouard Morena, politiste. Il enseigne à l'Institut de l'Université de Londres à Paris. Il a signé au début de cette année un essai enquête consacré à la question qui nous occupe ce soir et cet essai est intitulé « Fin du monde et petit four, les ultra-riches face à la crise climatique » et il est paru aux éditions La Découverte en février, sauf erreur. Et je précise qu'il reste quelques exemplaires à la sortie. Si voilà, vous n'avez pas encore pu le lire, je vous y encourage. Donc il est ici pour présenter cet ouvrage, en discuter les thèses avec mes quelques questions et j'espère ensuite les vôtres, vos commentaires, vos questions et autres remarques. Et on le remercie déjà chaleureusement. Donc allons-y gaiement. Je voulais peut-être commencer avec toi, Édouard, peut-être sur ton parcours, puisque voilà, tu es un chercheur, donc c'est toujours bien peut-être de comprendre voilà, quelles sont tes recherches, par quoi as-tu commencé. Je crois que tu es passé par Genève un petit moment, donc voilà, peut-être généralement te présenter ton parcours. Okay. Merci tout d'abord et bonsoir à tous. Enfin, je voudrais aussi du coup en profiter pour remercier Alternativa Léman pour l'invitation ainsi que toute l'équipe du Courrier aussi pour l'accueil. Voilà, j'ai eu droit à la visite des locaux du Courrier, c'était hyper intéressant. Et aussi merci à monsieur le maire aussi pour son introduction. Et finalement, voilà, si ce que je raconte, ça n'a pas trop de sens, en fait, repenser à ce qu'a expliqué monsieur le maire au début, il a assez bien résumé finalement mes propos et le bouquin. Donc voilà. Mais par rapport à mon parcours, donc moi, en fait, à la base, j'ai commencé mes études de chercheur, on va dire, sur l'agriculture alternative. Donc je fais ma thèse sur la Confédération paysanne. Je ne sais pas si José Bové, ça vous parle, mais en gros, voilà, j'ai travaillé un peu sur ça au début des années 2000. Et du coup, de fil en aiguille, finalement, je me suis aussi intéressé au mouvement écolo, notamment en France, mais aussi au niveau international. Et donc, j'ai pas mal suivi aussi les mobilisations paysannes, notamment dans le cadre de la Via Campesina, dans le cadre des COP. Donc j'ai pu aller à la COP 15, notamment à Copenhague. Et en fait, c'est un peu suite à ça que j'ai commencé à m'intéresser du coup plus tant aux mouvements, aux associations, aux mouvements altermondialistes, etc., mais aux fondations philanthropiques qui, et certaines, en fait, soutenaient en fait, certaines des ONG qui étaient actives, notamment au niveau international. Donc j'ai commencé à travailler sur la philanthropie, et notamment dans la période qui a précédé la COP 21 à Paris. Donc j'ai étudié finalement le rôle des fondations philanthropiques dans le débat climatique international. Et on pourrait dire que là, le livre, c'est un peu la sorte d'étage suivant de la fusée, dans le sens où finalement là, je m'intéresse plus aux fondations, je m'intéresse aux philanthropes. Donc je commençais à m'intéresser aux grandes fortunes qui étaient derrière ces fondations. Et du coup, ce qui m'intriguait, c'était de savoir en fait pourquoi est-ce que ces gens fortunés s'impliquent autant par le biais notamment de leurs fondations philanthropiques dans le débat climatique. Et effectivement, Achille, tu mentionnes mon passage à Genève. Effectivement, je suis passé par Genève en 2007-2008. J'ai passé un an ici, j'en garde d'ailleurs un très très bon souvenir. J'ai pu découvrir, je vais raconter ma vie là, mais j'ai pu un peu découvrir finalement la face un peu plus alternative de Genève qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Donc je suis vraiment d'autant plus ravi aujourd'hui d'être ici, parce que c'est toujours un plaisir de revenir dans cette ville.
10 ans après ton passage à Genève, sauf erreur, en 2017, tu as déjà signé un premier ouvrage qui s'appelle Le coût de l'action climatique. Donc, comme tu l'as dit, qui s'attarde sur le rôle des organisations philanthropiques dans voilà, le cadrage du débat climatique et de sa gouvernance. Tu peux juste en dire un mot avant qu'on passe peut-être au bouquin suivant sur la stratégie. Quel type d'action, quel type de discussion ces organisations imposent ou introduisent dans le débat? Oui, alors effectivement, ce qui m'a semblé intéressant avec la philanthropie climat, c'est déjà que c'est un espace assez petit, dominé par un petit nombre de grosses fondations. Et ces grosses fondations, ce petit nombre de grosses fondations, en fait, elles ont toutes une stratégie similaire, elles sont toutes alignées dans leur stratégie. Donc à partir de là, compte tenu finalement du fait qu'elle concentre à elle seule pas mal de moyens dont ont besoin, notamment en fait des ONG qui sont actifs au niveau international, qui essayent de suivre les négociations internationales sur le climat. En fait, de fait, c'est pas des acteurs neutres. En fait, ça leur donne une certaine influence sur les organisations qu'elles financent, mais aussi par le biais aussi de ces organisations qu'elles financent, en fait, sur le débat lui-même. Mais donc tout le travail que j'ai un peu mené autour de ces fondations philanthropiques, c'était d'essayer de comprendre finalement quelle stratégie elles menaient et quelle finalement vision du monde bas carbone elles portaient aussi. Et c'est ce que je fais un peu, enfin c'est ce que je développe aussi un peu plus dans ce livre en fait. Donc, qui vient de sortir, c'est finalement de dire qu'en fait, il y a des acteurs issus d'ailleurs de grandes fortunes, donc les fondations et du coup les philanthropes, qui sont réellement concernés par l'enjeu climatique. En fait, ils ont réellement pris conscience de l'enjeu climatique. Donc, ils ne s'engagent pas juste dans une sorte de stratégie de greenwashing ou autre. En fait, ils ont vraiment pris conscience de l'enjeu. Ils ont pris conscience que le climat allait avoir un impact sur la planète, et donc sur l'habitabilité de la planète, mais aussi sur eux en tant qu'ultra riches dans la planète, donc sur à la fois leur acceptabilité sociale, mais aussi sur leurs intérêts économiques, comme M. le maire l'a souligné, c'est-à-dire, et comme le montre très bien le rapport dont il a fait mention de Greenpeace et d'Oxfam en France, les ultra riches, ce n'est pas juste des consommateurs, c'est aussi en fait des détenteurs de capitaux, et ces capitaux, ils sont placés en fait, et ces placements financiers, ils sont à la fois exposés potentiellement à des politiques climatiques, c'est-à-dire quand on détient des actions chez Total, potentiellement, si les décideurs politiques décidaient de s'attaquer à Total, ce qui peut-être on ne le voit pas trop pour l'instant, mais ça va peut-être arriver un jour, il faut espérer. Eh bien, en fait, de fait, ça va aussi avoir un impact sur eux. Mais aussi, en fait, ils sont aussi détenteurs d'actifs qui sont exposés, en fait, qui sont vulnérables face à la crise climatique. Et là, je prends toujours le même exemple, donc c'est pour ça que je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu. Mais si on prend l'exemple des... Enfin, voilà, si on est propriétaire d'un immeuble à Miami avec la montée du niveau des océans, potentiellement, en fait, cet immeuble dans lequel on a investi, il est à risque du fait de la crise climatique. Et donc, quelque part, on a intérêt à ce que les politiques menées par les décideurs politiques, en fait, qu'on fasse quelque chose, soit pour compenser les ultra-riches face en fait, à la perte financière éventuelle liée aux effets du changement climatique sur cet actif, ou alors que les décideurs mettent en œuvre en fait, des politiques publiques qui permettent potentiellement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc d'empêcher ce montée du niveau de la mer, mais en même temps, toujours, et ça c'est aussi important, qui conservent malgré tout leurs intérêts financiers et aussi leur pouvoir, on pourrait dire. Et justement, tu as bien mentionné que dans ton livre, l'élite économique que tu analyses est consciente du réchauffement climatique, des problèmes environnementaux, ce qui contraste avec d'autres secteurs de l'élite qui, en tout cas auparavant, étaient soit climato-sceptiques, ou encore actuellement, comme M. le maire l'a mentionné pour l'extrême droite, soit dans le greenwashing, c'est-à-dire en tout cas un ralentissement des politiques publiques en faveur de l'environnement. Donc ça, ils sont politiquement, économiquement situés. Quel est le portrait robot de l'élite que toi, tu analyses, qui est consciente, active dans l'environnement,
y a voilà, quelques secteurs qui sont mentionnés dans ton livre. Oui, alors ce que j'ai découvert un peu en travaillant sur ces acteurs, et tu fais bien de le mentionner, c'est pas tous les ultra riches effectivement ne s'intéressent pas au climat ou ne sont pas préoccupés par l'enjeu climatique ou de la même manière, mais effectivement, et en tout cas ceux que j'analyse, il y en a beaucoup qui, d'abord, la plupart sont nord-américaines ou européennes, d'Europe ou des États-Unis, et beaucoup ont fait fortune, notamment dans les nouvelles technologies à la fin des années 90, au début des années 2000, ou alors aussi dans la finance. Et ça, c'est un point aussi qui est assez intéressant, notamment dans la question de la gestion d'actifs. Il y a d'ailleurs toute une littérature qui émerge aujourd'hui autour de cette question en fait, des gestionnaires d'actifs et de leur place de plus en plus grande. Enfin, vous avez sûrement tous entendu parler de BlackRock, mais en fait, il y a aussi plein de petits BlackRock. Et souvent, ces petits BlackRock sont aussi des gestionnaires d'actifs qui gèrent aussi, alors ce sont souvent des gens très fortunés qui gèrent l'argent aussi d'autres personnes très fortunées. Donc ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, ces personnes-là en particulier étaient très impliqués dans le débat climatique. Et ça s'explique en partie, alors, du côté des nouvelles technologies, ça s'explique en partie parce que il y a aussi tout un espoir qui est associé, en fait, enfin un espoir. Disons que la crise climatique, pour certains, c'est aussi vu comme une opportunité, et notamment dans le domaine des clean tech. Donc c'est là où on retrouve un peu la Silicon Valley. En fait, ils voyaient aussi dans cette question de la lutte contre le changement climatique une opportunité potentielle économique, notamment par le biais de nouvelles technologies qui permettraient de réduire nos émissions. Et du côté de la finance, en fait, ça renvoie un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, les gestionnaires d'actifs, notamment, eh bien, leur portefeuille d'actifs, il est potentiellement vulnérable face à la crise climatique. Et donc, quelque part, ils ont aussi intérêt à ce que les actifs qu'ils détiennent, en fait, les risques liés à son exposition, à l'exposition des actifs à la crise climatique ou aux politiques climatiques, en fait, ces risques soient réduits, et notamment par le biais de politiques publiques destinées à réduire ces risques. Et donc c'est assez intéressant parce que finalement, cette question des risques, elle est intéressante parce qu'au fond, ce qu'on retrouve dans le discours de nombreux acteurs que j'analyse, c'est cette idée que les acteurs privés, les entrepreneurs sont les mieux à même de faire face à la crise climatique parce qu'ils n'ont pas peur du risque, ils sont prêts à prendre des risques. Mais en fait, dans la réalité, c'est le contraire. Ils ne veulent pas prendre de risques. Et justement, ils veulent que les risques liés à la crise climatique et les risques liés à leurs investissements potentiellement exposés à la crise climatique soient pris en charge par le collectif, par la communauté. Et c'est pour ça qu'ils s'impliquent aussi dans le débat climatique, parce qu'ils veulent, au fond, que les politiques publiques soient de telle sorte à ce que, collectivement, on prenne en charge les risques liés à leurs actifs, et notamment liés à leurs actifs investis dans différentes choses qui sont exposées au climat, mais aussi des investissements dans la question des énergies renouvelables, etc. Mais par contre, que les bénéfices, eux, restent privés. Et du coup, ce que l'on voit là, c'est bien une vision très particulière, au fond, de la transition bas carbone. C'est-à-dire cette idée, au fond, que le rôle des pouvoirs publics, et notamment le rôle de l'État, c'est de prendre en charge les risques associés à la transition bas carbone. Et par contre, que les bénéfices, eux, reviennent toujours aux acteurs privés. Et donc c'est là où finalement on voit bien que leur vision de la transition bas carbone, elle est fondamentalement politique en fait. C'est une vision parmi d'autres. Cette vision, justement, elle passe par certains mécanismes, comme M. le maire a déjà mentionné justement sur les mécanismes de marché, le technosolutionnisme. Juste avant de venir à ça, au fond, quelle analyse ces acteurs-là font des problèmes du capitalisme fossile qui nous a mené à cette situation? Quelle analyse ils en font et du coup ensuite quelles solutions ils promeuvent? Oui, là aussi, ce qui était assez intéressant en faisant un peu ce travail d'enquête, c'est qu'en fait, finalement, ils avaient un discours qui était aussi assez critique à l'égard du capitalisme fossile, dans le sens où, en fait, ils reconnaissent tout à fait que le capitalisme fossile, en tout cas, est responsable, en grande partie, est responsable de la crise climatique. Et donc, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite,
ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, la solution ou l'alternative, ce n'est pas justement un autre modèle économique, c'est en fait une forme de capitalisme réformé. C'est pour ça cette idée de capitalisme vert, en fait. Cette idée qu'au fond, certes, le capitalisme est imparfait parce qu'il a justement une responsabilité dans la crise climatique, mais en même temps, c'est le système le mieux à même de nous sortir de cette crise. C'est le système le mieux à même, mais dans une forme, on peut dire, réformée, en fait. Dans une forme qui prenne en compte ce qui est communément appelé les externalités négatives. D'où, en fait, cette question aussi des marchés carbone et cette question aussi de la valorisation aussi du carbone. Parce qu'à partir du moment où on est la solution qui est portée, c'est de dire, en fait, le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas mis un prix sur la nature. Et à partir du moment où on met un prix sur la nature, bah, du coup, elle a une valeur. Et donc, à partir de là, ça devient quelque chose qui peut être préservé. Mais tant qu'elle n'a pas de valeur, eh bien, du coup, elle ne sera pas préservée. Et le problème du capitalisme fossile, c'est qu'il n'avait pas mis de valeur sur la nature. Et justement, on va venir sur peut-être, en tout cas un exemple, mais plusieurs, sans trop spoiler le livre, puisque vous allez l'acheter et le lire. Sur cette marchandisation de la nature, moi, il y a des éléments qui m'ont beaucoup intéressé sur les fameux Highland Clearances, en anglais, donc les évacuations des hautes terres, que vous reprenez comme exemple d'accaparement de terres par certains acteurs économiques pour les préserver. Oui, alors expliquer un peu cette contradiction. L'exemple des Highland Clearances, en fait, les Highland Clearances ont eu lieu lors de la première révolution industrielle au Royaume-Uni, en fait. Et il s'agissait finalement de se débarrasser des populations qui habitaient dans les Highlands et de remplacer ces populations des Highlands qui vivaient sur ces terres, qui cultivaient ces terres et qui au fond aussi les préservaient. On les a chassés pour les remplacer par des moutons. Parce qu'en fait, c'était plus rentable de faire paître des moutons ou du bétail sur ces terres. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, finalement, on voit une sorte de nouvelle forme de Highland Clearance qui consiste finalement à transformer ces terres en terres préservées, mais préservées pour le carbone qu'elles séquestrent, en fait. Donc, en fait, on donne une valeur au carbone qui est naturellement séquestré sur ces terres. Et donc, ça amène aussi une forme de Highland Clearance, on va dire, du 21e siècle, qui consiste aussi à déplacer ou à faire en sorte que finalement ces terres soient concentrées entre les mains d'une poignée d'individus. Et souvent, ces poignées d'individus, ce sont des gens très fortunés qui voient finalement dans l'investissement dans ces terres une nouvelle manière de les valoriser, en fait, mais de valoriser notamment le carbone qui est séquestré. Y compris, si je me souviens bien de l'exemple, jusqu'à s'en approprier dans le discours que cette action-là est une forme de réensauvagement responsable de cette nature que les pouvoirs publics ou parfois les peuples autochtones ne seraient pas en mesure de mener. C'est-à-dire, moi, en tant que riche, si j'achète telle vaste contrée, je peux effectivement la sauver, même jusqu'à mon prévaloir pour dire à quel point je suis neutre en carbone. Oui, alors ça renvoie à cette notion de compensation. C'est un peu cette idée, au fond, que j'ai le droit de continuer à voler dans mon jet privé ou j'ai le droit de continuer à avoir un yacht de 150 mètres parce que je suis en train de préserver les terres en Écosse, ou alors aussi, ce qu'on trouve aussi, c'est des ultra-riches qui achètent des terres en Amazonie. Donc ils achètent une partie de la forêt amazonienne et du coup, compte tenu du fait que ce sont des puits de carbone, en fait, leur argument, c'est de dire, ben voilà, ça compense, en fait, ça justifie, au fond, mon mode de vie. Mais ce qu'ils oublient en général de dire, c'est qu'en fait, en général, ce processus-là d'achat, de privatisation, en fait, de ces terres ou de ces forêts tropicales, ben, se fait aussi au détriment des populations locales qui habitent sur place et qui on y a habité parfois pendant des centaines, voire des milliers d'années. Donc, toute cette dimension-là, elle est souvent cachée, c'est-à-dire notamment les dimensions sociales aussi de cette privatisation
des terres ou de privatisation des forêts tropicales. Mais effectivement, c'est clairement utilisé par les ultra-riches comme un outil aussi pour se dépeindre finalement en acteur de la transition bas carbone et aussi en personne neutre en carbone. Mais encore une fois, ça a toujours des conséquences, et notamment dans les pays du Sud, ça entraîne aussi une sorte de néocolonialisme vert aussi, hein, dans le sens où finalement, tout comme au début du XXe siècle, on privatisait, on créait des parcs naturels ou des parcs nationaux et on chassait les populations locales de ces terres, là aussi au nom de la préservation des espèces qui étaient ou de la nature, ben là on voit la même chose se faire au nom de la préservation du carbone qui est stocké, mais aussi, et on le voit récemment avec tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé là récemment avec Emmanuel Macron qui est parti en Afrique, qui a fait tout un truc autour de la biodiversité, on voit exactement la même chose aujourd'hui. Mais ça a aussi des conséquences sociales, que ce soit au Gabon, dans les forêts gabonaises, mais aussi, on le voit dans les pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée. En fait, ça a des conséquences sociales assez dramatiques sur les populations autochtones qui, effectivement, en fait, vivaient sur place, dépendent aussi de ces espaces, et notamment de ces forêts tropicales, et en fait, dont on prive aussi l'accès à ces forêts. Alors, marchandisation de la nature, de la biodiversité, mécanisme de compensation, on l'a abordé aussi, tu l'as abordé brièvement aussi, la question des crédits carbone. C'est un mécanisme que tu détailles avec beaucoup d'acteurs sur lesquels peut-être tu pourrais revenir pour des exemples. Ce mécanisme de crédit carbone, il est là depuis le protocole de Kyoto à la fin du siècle dernier. Est-ce que tu peux un peu détailler comment, durant les années 2000, cela s'est déployé et en quoi c'est aussi une stratégie de cette élite économique dans sa politique climatique? La logique des marchés carbone, au fond, c'est encore une fois, ça part toujours de cette idée que de l'efficience finalement et des rapports coût-bénéfice, cette idée au fond que l'argument qui est avancé, c'est de dire que ça coûte moins cher, si ça coûte moins cher, on va dire, de réduire les émissions ailleurs, notamment dans les pays du Sud, à travers des projets de préservation de forêts tropicales ou autres, plutôt que dans les pays du Nord, les pays industriels, en fait, plutôt que de réduire nos propres émissions, payons quelqu'un d'autre pour les réduire à notre place. Donc à partir de là, en fait, ça crée en fait un système, un marché en fait, de crédit où une entreprise polluante du Nord, mais aussi on peut le faire même en tant qu'individu quand on prend un avion. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, on vous a proposé d'acheter des crédits, c'est un peu un système de crédit au fond. C'est cette idée en fait qu'on peut, plutôt que de réduire ses propres émissions, au fond, on achète des crédits, des droits à polluer, et à travers l'achat de ces crédits, on est en train de payer quelqu'un d'autre pour faire le travail à notre place. Et encore une fois, on voit bien en fait la dimension très néocoloniale de la chose, parce qu'au fond, ceux sur qui on fait porter l'effort, c'est essentiellement en fait des acteurs ou des populations ou des communautés de ce qu'on appelle le Sud global. Mais c'est un peu ça ce principe, c'est cette idée, il faut que c'est plus efficace de le faire de cette manière parce que le rapport coût-bénéfice, il est meilleur à travers ce système de crédit. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est qu'en fait, du coup, des entreprises comme Google ou Amazon, en fait, elles se présentent comme des sortes d'acteurs de la transition avec des objectifs ultra ambitieux, net zéro d'ici 2050, mais en fait, une partie significative de leur réduction d'émissions, elle est liée à ces crédits carbone. Crédits en plus qui, comme l'ont démontré plusieurs articles récents dans la presse, en fait, ce qu'ils montrent, c'est qu'en fait, déjà pour évaluer en fait une tonne de carbone stockée et savoir exactement si oui ou non quand j'achète un crédit ça contribue réellement en fait à éviter des émissions ou à réduire des émissions, c'est une sorte d'usine à gaz. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça permet à des entreprises, notamment du Nord, de finalement se présenter comme des acteurs de la transition, alors qu'en fait, ils sont en train de payer quelqu'un d'autre pour faire un effort. Et en plus, les résultats de ce système de crédit, il est plus que
contestable. Et ces différentes solutions qui sont proposées par les acteurs que tu analyses, tu l'as dit, tu rapasses ça sous le concept de capitalisme vert. C'est pas un discours qui est dans le vide, uniquement prôné par des idéologues. C'est un discours qui s'incarne dans les politiques publiques et dans les négociations et le débat dans la gouvernance du climat, la gouvernance internationale du climat. Voilà, est-ce que tu peux un peu revenir sur comment font ce discours? Alors tu l'as dit, c'est structuré idéologiquement, tu l'as expliqué, mais comment il a pu devenir une partie de l'architecture actuelle du débat sur le climat? Il est devenu par le biais d'une stratégie en fait, qui s'est déployée, notamment par le biais de fondations philanthropiques, donc, dont je parle un peu aussi dans le livre, mais du coup, en fait, c'est une forme de... Il y a toute une stratégie de normalisation à la fois du discours, mais aussi une stratégie de lobbying en fait, auprès des décideurs politiques pour que les solutions qui sont les leurs soient présentées comme étant en fait une sorte de traduction naturelle en fait de la science, des rapports du GIEC en action. Et donc en fait il y a tout un travail qui a été fait de normalisation du discours du capitalisme vert, mais aussi de normalisation des solutions qui lui sont associées. Et donc je pense que ce qui est vraiment important à souligner, c'est encore une fois, c'est que c'est une vision de la transition bas carbone et qui se traduit de manière très concrète, en fait, hein, quand on regarde les politiques climatiques qui sont menées. Si vous regardez aux États-Unis le Inflation Reduction Act qui a été passé, où en fait, le gouvernement fédéral en fait, s'est engagé à hauteur de plusieurs milliards dans la transition bas carbone, notamment. Si vous regardez ce qui caractérise finalement cette loi qui a été passée aux États-Unis, c'est qu'en fait, c'est une loi qui fait ce qu'on appelle du de-risking, en fait, qui finalement consiste à faire porter, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, à faire porter sur la collectivité les risques liés à la transition bas carbone, par le biais notamment d'aide aux entreprises, de crédits d'impôt, de toute une série de mesures, et en même temps qui confie finalement aux acteurs privés ce travail de la transition. Et donc encore une fois, pour moi, c'est une vision très spécifique de la transition bas carbone, une vision où finalement l'État ne joue pas un rôle actif, mais par contre, ça a quand même un coût social. Enfin, c'est-à-dire que ça coûte quand même des milliards à la collectivité, parce que ce sont des fonds publics qui sont investis dans ces entreprises par le biais de toutes ces aides, etc. etc. Donc en fait, c'est pas juste un discours. En fait, c'est plutôt ça que je voudrais dire, c'est que c'est pas juste la question le capitalisme vert, c'est pas juste un discours. Et en ce moment, en tout cas, et notamment ces dernières années, au lendemain notamment de la crise Covid, on voit en fait que ça se traduit concrètement en fait en politique. Et pour revenir plus sur comment tu as travaillé sur ce bouquin, sur ta recherche, je crois savoir que tu as rencontré, notamment tu t'es documenté, puis rencontré certains acteurs, actrices de ce discours, de cette politique-là. Et je crois de notre discussion et du livre de la semaine dernière, tu as mentionné que certains en étaient critiques ou en tout cas ils avaient un recul sur ça. Est-ce que peut-être tu peux revenir sur, voilà, durant ta recherche, comment les gens présentent ces politiques-là comme voilà, la seule, la politique à mener, et d'autres, voire les mêmes parfois après, disent mais au fond, bon, on n'en est pas très sûr. Oui, alors je vais pas. Oui, effectivement. Alors là, on part sur la méthodologie d'enquête. Oui, non. Bah, en fait, c'est effectivement une source d'information importante. C'était des personnes qui étaient impliquées finalement dans cette stratégie de normalisation du capitalisme vert, dans cette stratégie de promotion aussi de toutes ces politiques dont on a parlé précédemment, et qui elles-mêmes en fait reconnaissent que finalement ça ne fonctionne pas, ou en tout cas ça n'a pas débouché sur les résultats attendus, mais aussi en fait que ça a aussi des conséquences, et notamment des conséquences sociales importantes, des conséquences aussi environnementales, et je pense que c'était un point qui avait été aussi mentionné par Monsieur le maire précédemment, sur l'exemple de la voiture électrique. C'est un exemple très intéressant, parce qu'au fond se pose quand même aujourd'hui toute la question aussi de l'extractivisme vert, en fait. On est en train de remplacer un modèle extractiviste par un autre. Et ce nouveau modèle extractiviste qui
certes, sert à produire des batteries pour nos voitures électriques, mais ça a aussi des conséquences sociales et politiques dramatiques en fait, sur les populations qui vivent à côté des zones extractives de lithium et d'autres métaux rares. Donc voilà, donc ce qui est intéressant, et enfin, je pense que j'ai pu faire ce livre aussi maintenant, parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont aussi peut-être pris du recul par rapport à ça, parce que finalement, ce discours, cette vision en fait très spécifique de la transition bas carbone, c'est une vision qui existe et qui se déploie depuis bien plus d'une vingtaine d'années maintenant. Donc on est aussi en capacité d'en évaluer les résultats. Et les résultats, c'est quoi? C'est qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que les émissions continuent à augmenter, ou en tout cas, elles ne diminuent pas du tout à la vitesse à laquelle elles devraient diminuer. Et en parallèle, en fait, on voit aussi tout un tas d'effets secondaires, ou en tout cas qui sont intimement liés à ça. C'est un accroissement des inégalités sociales aussi dans nos sociétés, et tout un tas d'autres, en fait, toute une série d'autres effets, en fait, qui sont aussi la conséquence de ces politiques qui ont été promues depuis ces 20 dernières années. D'où, encore une fois, c'est ce qui explique en partie le fait que certains avec le recul, finalement, aient pris conscience aussi des limites, finalement, de cette stratégie. Cette stratégie, elle est politique, tu l'as dit, c'est aussi un marché. Bon, certains acteurs intermédiaires, disons, peuvent retirer un pécule, parfois assez considérable. Il y a différents acteurs que tu analyses, et il me semble aussi que Genève a pu être une place où certains de ces acteurs ont été ou sont actifs. J'ai noté juste là pour l'exemple, mais peut-être tu peux revenir sur d'autres, ou voir aussi la City de Londres que tu as analysé pour sa place dans la finance durable. À Genève, il y avait EcoSecurities et son rôle dans l'argumentation autour des crédits carbone, puisqu'elle y gagne financièrement quelque chose, mais en même temps, tu as eu aussi certaines déclarations avec un certain recul sur le rôle que a ce type de mécanisme. Oui. Alors, je pense que ça renvoie à cette idée qu'en fait, il y a une économie de la transition bas carbone qui se met en place. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien faire carrière dans la transition bas carbone. Et donc, de fait, il y a tout un tas de... c'est une sorte de... Comment dire, ça devient une sorte d'espace qui est un peu autosuffisant et qui cherche aussi à s'entretenir. Et donc, quelque part, sur cette question des crédits et des marchés carbone, même si on se rend de plus en plus compte que ça ne marche pas, on a quand même intérêt à faire croire que ça peut marcher. Et que, quelque part... oui, ça n'a pas marché jusque-là, mais on peut faire en sorte que ça marche à l'avenir. Voilà. Parce qu'encore une fois, il y a des enjeux aussi financiers qui sont associés à ça. Il y a toute une série de... il y a des métiers qui se sont créés en fait, autour de ces marchés des crédits carbone, comme il y a des métiers qui sont créés autour de la communication stratégique, autour du climat. Et donc ça, c'est aussi un élément, je pense, à prendre en compte quand on analyse aussi... comment un discours se normalise. Au fond, il se normalise aussi parce qu'en fait, il y a aussi toute une série d'acteurs qui, même si, au fond d'eux-mêmes, ils s'interrogent aussi sur le fait que savoir si ça marche ou pas, ce sont quand même des secteurs dans lesquels, en fait, on peut aussi faire carrière, on peut évoluer, on peut avancer. Et je pense que cette dimension-là, finalement, elle est aussi assez intéressante à analyser et à comprendre. Et d'ailleurs, en fait, ce qui était assez marrant, parce que maintenant, le livre est sorti en février, donc j'ai pu avoir pas mal d'échanges aussi avec des personnes finalement qui m'ont contacté, qui travaillent un peu dans ces espaces-là, qui voulaient me parler, en fait. Je ne sais pas si c'était thérapeutique, je ne suis pas du tout, je pense, la bonne personne à aller voir pour ce genre de conversation, mais en tout cas, il y avait une sorte de besoin, finalement, de parler de ça, tout en continuant à travailler en fait dans ces espaces-là, tout en continuant à travailler dans ces fondations, à travailler dans ces organisations de vérification de crédit, etc., etc.
voilà, mais ce sont des gens qui fondamentalement croient aussi dans l'enjeu, sont fondamentalement inquiètes de l'enjeu climatique. Donc voilà, il ne s'agit pas non plus de les clouer au pilori, etc. Enfin, il faut aussi voilà, essayer de comprendre aussi leur engagement et leur démarche. Mais voilà, mais en tout cas, c'était juste une sorte de petite anecdote, comment finalement ce bouquin a aussi m'a permis aussi d'avoir de nouvelles conversations avec ces acteurs que j'avais déjà en partie interviewés pour le bouquin. Et ces acteurs, justement, il y a tout un écosystème que tu décris ici, autant l'élite économique, comment elle s'inscrit aussi dans l'architecture politique internationale du climat, élite philanthropique, effectivement, aussi avec des organismes, des ONG, etc. Partie société civile, il y a aussi le mouvement climat, qui, alors il y a deux pans, disons, autour du mouvement climat que tu décris dans ton bouquin. Il y a autant le fait que certains acteurs ultra riches financent une partie de ce mouvement climat, et pas que ces franges les plus politiquement acceptables, disons. Tu mentionnes un différent financement en faveur de groupes comme XR ou de groupes qui sont actifs dans la désobéissance civile. Alors déjà, première partie, tu peux revenir un peu sur ça, sur ce lien et ces contradictions que ça amène entre les ultra-riches et leur financement du mouvement climat. Et peut-être en deuxième partie de question, aussi une contradiction entre le fait que dans tous ces forums, il y a souvent en fait des invitations d'acteurs et d'actrices du mouvement climat. Tu reviens sur l'invitation de Greta Thunberg et d'autres activistes dont certaines paroles peuvent être parfois radicales, y compris au sein de ces forums. Donc au fond, c'est quoi la stratégie ? Oui, alors du coup, moi je me suis vraiment, j'ai cherché à me placer toujours du côté des ultra-riches et des fondations pour essayer de comprendre pourquoi finalement telle ou telle fondation avait à un moment donné, alors c'était notamment au lendemain fin 2018-2019, donc quand il y a eu le rapport donc, du GIEC sur les 1,5 degrés qui a un peu déclenché aussi toute une série de mobilisations de grande ampleur, notamment les mobilisations de Fridays for Future, donc de Greta Thunberg, mais aussi Extinction Rebellion, donc, notamment au Royaume-Uni. Et ce qui était assez intéressant, c'est de voir que certains des acteurs philanthropiques que j'analysais avaient donné de l'argent à ces acteurs, et notamment à Extinction Rebellion, ou alors, comme tu le mentionnes, ils invitaient des figures du mouvement, et notamment Greta Thunberg, à participer au Forum économique mondial ou à tout un tas d'autres grands messes climatiques où on retrouvait les élites économiques et politiques. Alors j'ai cherché à comprendre pourquoi. Je me suis vraiment, encore une fois, placé du côté des élites, en quelque sorte. Et ce qui était assez intéressant à analyser, c'est qu'en fait, quelque part, ce qu'elles avaient vu dans le mouvement climat, c'était aussi une manière, à travers le mouvement climat, à travers ces mobilisations, de faire pression, de faire monter en fait l'enjeu climatique. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, ils cherchaient pas du tout. Il n'y avait aucune espèce de volonté d'orienter Extinction Rebellion ou d'orienter Fridays for Future. Mais par contre, ce qu'ils voyaient bien dans ces mobilisations, c'est que ça entretenait en fait un sentiment d'urgence, urgence qui aussi, encore une fois, on le retrouve aussi dans les rapports du GIEC. L'urgence, elle est là en fait. La science du climat, elle est claire sur l'urgence. Mais là, ce qu'il y avait clairement, c'était une volonté au fond de se servir de l'urgence aussi pour normaliser ou naturaliser un peu plus leurs solutions face à la crise. Donc ce qui était intéressant, c'était ça, c'était aussi finalement comment, en entretenant l'urgence, en entretenant cette idée qu'en fait on n'a pas le temps, en fait, il faut qu'on agisse maintenant, il nous reste 3 ans pour agir, quelque part on ferme le débat, en fait, notamment sur la question des transitions et du type de transition que l'on veut. Au fond, on dit, voilà, les discussions sur le système économique, etc., les questions de justice sociale, on n'a pas le temps d'en parler. Maintenant, il faut agir. Et agir, c'est quoi ? Agir, c'est mettre en œuvre les solutions qu'on promeut depuis pratiquement 20 ans. Donc ça a eu cet effet-là. Donc en fait, leur raisonnement, c'était celui-là. C'est de se dire, on va se servir finalement de ces mouvements, on va essayer de les utiliser pour entretenir ce sentiment d'urgence, pour un peu plus imposer nos solutions face à cette urgence.
Et ce qui était assez intéressant récemment, j'ai lu il y a des papiers scientifiques, enfin dans des revues scientifiques qui sont sortis donc autour de 2019-2020, qui cherchaient à montrer la corrélation entre les manifestations, je crois qu'il y avait un sur les manifestations de Fridays for Future, et le cours boursier des entreprises qui se voulaient ou se prétendaient des entreprises favorables à l'action climatique. Et donc, ce qu'il montrait dans ces travaux, c'est qu'il y avait en fait une corrélation positive. C'est-à-dire qu'en fait, les mobilisations de Fridays for Future, ça participait à faire augmenter le cours boursier de ces entreprises, mais aussi, bien sûr, de faire baisser le cours boursier des entreprises fossiles. Donc, il y avait aussi cette dimension-là qui était intéressante. Mais tout ça pour dire qu'on voit bien, finalement, comment... je trouve que c'est juste... même l'idée de faire un article ou une recherche ou une sorte de corrélation entre les deux, je trouve assez intéressante. Mais ce que ça montre, c'est que finalement, de leur point de vue, en fait, il y avait potentiellement un lien, en fait, que ça pouvait aussi avoir un intérêt pour eux de soutenir ces mouvements. Par contre, et je pense qu'encore une fois, c'est un peu cette dimension que je souligne aussi, c'est que ça a aussi pour corollaire de fermer le débat, en fait, paradoxalement. Ça a pour effet aussi d'imposer un peu plus leurs solutions du fait de l'entretien de ces sentiments d'urgence. Tu me disais la semaine dernière que tout ce que tu viens de décrire là, c'était presque, en fond, un déni de démocratie, puisqu'il y a une politique, ou en tout cas un champ de politique que tu ramasses sous le terme de capitalisme vert, qui est promu comme le seul étant possible, le seul discutable. Donc, au fond, dans toute cette architecture que tu décris, autant politique que communicant, médias, think tank, etc., est-ce qu'il y a une possibilité de l'infléchir dans un autre sens? Alors, cet autre sens, peut-être on va en parler, j'espère aussi avec le public, mais quels sont les verrous et quelles sont peut-être les brèches aussi dans toute cette architecture pour imposer au moins une discussion sur des politiques alternatives? Pas moi, c'est vous et c'est le festival, c'est ce qui va se passer pendant les prochains jours. C'est le courrier, c'est ça les brèches en fait. Il y en a. Et après, effectivement, il y a un déséquilibre assez important en termes de moyens à disposition entre les deux. C'est pour ça qu'il faut s'abonner au courrier. Mais en tout cas, non, après, oui, je pense que je pense que, en tout cas, fondamentalement, je pense que ce qu'il faut aussi être en capacité de faire, c'est de briser finalement cette sorte de linéarité qui est un peu imposée, notamment par ces acteurs, entre sciences du climat d'un côté et action climatique de l'autre. En fait, il n'y a pas, je pense qu'ils passent leur temps finalement à présenter leurs solutions comme étant les seules possibles ou comme étant la traduction de la science en action. Alors qu'en fait, la science du climat, les actions, il y en a il y a différentes voies de transition possibles en fait. Et donc, ce qu'il faut à tout prix, et encore une fois, je pense que c'est pour ça que des espaces comme celui-ci sont importants, c'est que ce qu'il faut, malgré l'urgence de la situation, c'est quand même en fait préserver des espaces de débat en fait contradictoires sur différentes voies de transition possibles. Parce que, justement, il y existe différentes voies de transition possibles. Et face, en fait, au capitalisme vert, face à ce qu'il propose, qui est finalement un modèle de transition qui, déjà, en termes de résultats, en termes de réduction d'émissions, est plus que contestable, mais aussi, il a des conséquences en termes d'accroissement des inégalités sociales, notamment, et tout un tas d'autres d'inégalités. Face à cela, en fait, il faut être aussi en capacité de se dire qu'en fait, on peut aussi bâtir un autre modèle de transition, un modèle de transition qui peut l'appeler transition juste ou ce qu'on veut, mais en tout cas qui place les intérêts non pas d'une minorité, qui ne soit pas juste motivé par les intérêts d'une minorité ou les inquiétudes aussi d'une minorité face à la crise climatique, mais qui répondent aussi aux inquiétudes de la majorité, en fait, face à cette crise. Et je pense que c'est ça qu'il faut, c'est recréer ces espaces justement de débat, de contradiction, où justement on puisse avoir ces différentes visions de la transition bas carbone et qu'on puisse finalement permettre aux citoyens aussi de choisir réellement quelle transition ils souhaitent.
Merci. J'avais encore quelques questions, mais je vois que le temps avance et c'était, je pense, cette réponse-là une bonne peut-être introduction à une discussion plus générale puisque vous êtes nombreuses et nombreux. Donc j'imagine qu'il y a très certainement des commentaires, des questions. Donc je propose qu'on passe au public. Sauf erreur, il y a quelqu'un qui va passer le micro. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre intervention. Le cœur de ma question, ça va être comment aborder cette thématique, soit à travers l'individu, donc les ultra-riches, des personnes, ou la partie systémique, donc l'organisation de la production, en gros l'économie. Donc c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur quels sont les choix de production qu'on fait et tout. Et vu que tout le monde a jeté des fleurs à Monsieur le maire, je vais le faire aussi, c'est le fait de prononcer le mot capitalisme, pas capitalisme vert, capitalisme fossile, mais capitalisme comme mode d'organisation de la production. Je suis très heureux qu'un responsable politique le dise en public, filmé, parce que c'est ça pour moi le cœur du problème. C'est la question de la transition, oui, mais une transition ça veut dire aussi un changement profond des modes de production. Donc je fais une petite parenthèse pub, je suis du groupe Post-Capitalisme Roman, et on se réunit pour faire des synthèses et des explorations de modes d'organisation économique alternative. J'ai des flyers, venez de parler après, on aura un stand samedi, ça va être très sympa. Mais du coup, la question, elle est plus pour vous, un peu pour provoquer, c'est est-ce que même le cadrage de votre livre, Petit four et fin du monde, est-ce qu'il ne met pas trop l'accent sur l'individu, sur ces ultra-riches desquels si on s'en débarrasse, c'est bon, et pas assez sur le côté systémique. Eux, ils ont des comportements logiques dans le système. Donc est-ce qu'on ne devrait pas plus insister sur cette partie systémique et pas sur la partie de haine des individus qui sont les ultra-riches, qu'on devrait d'une certaine façon se débarrasser avec tous les potentielles dérives antisémites qu'il pourrait y avoir derrière et des choses comme ça. Donc c'est un peu la question que je voulais vous poser par rapport à votre cadrage. Dans le bouquin, tu poses la question, faut-il manger les riches ? Je pense que bon, tu y réponds, mais je pense que c'est aussi un peu ça la question. Est-ce qu'il faut les manger, oui ou non, et en tant qu'individu ou en tant que porteur d'un système de production? Oui, alors oui, je pense pas que ce soit très digeste un riche, mais en tout cas mais enfin pour revenir en tout cas aussi sur votre question, oui, alors en fait dans le bouquin je parle de personnes nommément, mais je parle aussi de j'avance cette idée d'une sorte de conscience climatique de classe, donc cette idée aussi du collectif. Enfin, au fond, c'est cette idée que collectivement ils ont pris conscience de l'enjeu climatique. Mais ils l'ont pris conscience, non pas juste en tant qu'humains sur Terre, mais aussi en tant qu'ultra-riches. Et du coup, c'est ce qui explique aussi leur approche de l'enjeu et les solutions particulières qu'ils promeuvent collectivement. En fait. Donc, c'est pas. Donc, effectivement, encore une fois, je pense que je parle d'individus, mais je parle aussi de collectif quelque part. Et du coup, cette dimension systémique, je pense qu'elle est aussi présente en fait par ce biais-là. Mais en tout cas, le point que vous soulevez sur l'organisation de la production et tout ça, je pense que c'est un point central, parce que ça renvoie aussi à la manière et le discours dominant autour de la question climatique et de l'enjeu climatique. C'est un discours qui met beaucoup l'accent sur le consommateur et la consommation. Et c'est là où ça renvoie en fait, à cette idée d'individualisation du problème, cette idée au fond qu'on peut tous agir, chacun à son échelle, pour faire face à cette crise, notamment par le biais de nos habitudes de consommation, en changeant nos habitudes, etc. Mais la question de la production, elle est souvent mise de côté, en fait. La question de la production et donc du système productif, et aussi le fait que nous ne sommes pas seulement des consommateurs, mais aussi des producteurs. Et du coup, quelque part, en tant que producteur, c'est aussi potentiellement une source de force et de force collective. Ben, cette dimension-là, effectivement, elle a tendance à être mise de côté. Et je pense que pour moi, c'est aussi un des enjeux, c'est de replacer en fait la question de la production au cœur du débat, et aussi notamment la question du travail.
aussi. Et là, il y a un livre qui vient de sortir d'un chercheur qui s'appelle Paul Gilibert qui parle de ces enjeux du travail par rapport à la question de la crise écologique, que je vous conseille vraiment de lire, parce que justement, ce qu'il analyse, c'est la question de la crise climatique sous l'angle du travail, mais pas que le travail salarié, mais aussi le travail domestique, le travail de reproduction. Donc ça lui permet de toucher aussi aux questions des inégalités de genre, et aussi le travail des non-humains, en fait, où il analyse aussi finalement le travail des plantes, le travail des animaux, comme finalement étant aussi lié à cet enjeu de la transition bas carbone. Donc je fais un peu de pub aussi pour les autres. Merci bien. Il y a 1, 2, 3 questions, enfin 3 personnes. On a beaucoup parlé de capitalisme, on a peu parlé de patriarcat. Dans quelle mesure les personnes que vous avez interviewées étaient des hommes dans toute leur splendeur, ou est-ce qu'il y avait une diversité de genre, justement? Est-ce que là-dedans, votre choix était simplement soumis à ce qui se présentait, ou est-ce que vous avez eu un choix volontaire? Non, après, oui, non, effectivement. D'ailleurs, si vous regardez, on va dire, les ultra riches engagés sur le climat, et notamment les figures les plus connues, que ce soit je pense notamment à, il y a Bill Gates, mais je pense notamment à Jeff Bezos, en fait, qui est très engagé. On pourrait dire que, effectivement, majoritairement, alors très forte majorité, ce sont des hommes blancs, voilà, du Nord, qui jouent même de leur personne, en fait. C'est ça qui est aussi intéressant à voir, c'est que finalement, en fait, ils jouent presque de leur masculinité, parce qu'ils associent ça aussi à une sorte d'esprit entrepreneurial, de gagnant, de battant, de personne qui est partie de rien, qui est devenue quelque chose d'être exceptionnel, qui, au fond, aussi, les positionnerait, ou en tout cas, c'est ce qui justifierait, en fait, le fait qu'on leur fasse confiance, finalement, parce que, justement, compte tenu de leurs histoires extraordinaires, de leurs capacités extraordinaires, qui sont aussi très liées au fait que c'est sous-entendu, mais voilà, ce sont aussi des hommes, ça les positionnerait, ça les mettrait dans une position pour résoudre finalement la crise climatique à laquelle on est confronté. Mais oui, juste pour résumer, ce sont 90%, on va dire, des hommes, les personnes que j'ai analysées, dont je parle dans le bouquin. Moi, comme je viens de finir mes études, je fais mon job, je ne peux pas faire le Fridays for Future parce que je bosse les vendredis, par exemple. Donc c'est très, très difficile de s'engager quand on a une vie qui demande qu'on bosse chaque jour, où on ne se fait pas payer. Maintenant, les ultra-riches qui ont les moyens, qui ont les sourds, comment est-ce qu'on peut les convaincre de prendre une action plus vraie sur tout ça? Parce que franchement, j'ai passé beaucoup de temps à travailler justement avec les enfants des ultra-riches, et s'il y a quelqu'un dans le monde qui a les sourds fait bouger les choses, c'est eux. Et on peut parler des gouvernements, on peut parler du système très facilement, mais on va partout maintenant. Ça devient très facilement, c'est très difficile. Ça devient très difficile, pour les gouvernements de dépanner beaucoup d'argent pour le climat. Et comme moi, peut-être c'est un peu naïf ou pas, mais quand je pense aux gens qui peuvent vraiment faire un gros changement, pas les 20 balles par mois pour la Green Cross ou la WWF, c'est justement les ultra-riches. Donc comment est-ce qu'on peut nous convaincre les gens comme ça, qui n'ont pas encore commencé leur philanthropie ou fondation, de prendre un rôle de plus grand dans tout ça? Merci. On peut commencer par les taxer à mort, déjà, pour qu'ils partagent une partie de leur richesse. Après, je pense que c'est aussi ce que vous décrivez, c'est tout à fait juste, mais ça fait aussi partie du discours qu'ils entretiennent. C'est au fond cette idée que, et c'est pour ça qu'en général, ils ont des fondations philanthropiques, c'est de dire en fait que nous sommes ultra riches, nous sommes conscients des problèmes, plutôt que de nous taxer, faites-nous confiance, par le biais de nos fondations, nous allons utiliser une partie de notre richesse pour faire le bien.
Mais c'est très différent en fait ce discours-là finalement ça renforce un peu plus quelque part leur statut exceptionnel. Ça contribue un peu plus à renforcer cette idée que eux-mêmes au fond qui seraient les plus à même finalement de faire face à la crise à laquelle on est confronté. Et donc ça entretient aussi un peu ce mythe un peu de l'ultra-riche comme être extraordinaire, en fait, doté de capacités extraordinaires, pas que d'argent, mais aussi d'une capacité extraordinaire qui lui permettrait finalement de trouver des solutions, pas seulement à la crise climatique, mais à l'ensemble des problèmes collectifs auxquels nous sommes confrontés. Donc voilà, alors qu'en fait, si au contraire on partait plus sur une logique de redistribution des richesses, bah, pour le coup, on arrêterait aussi, en faisant ça, de les mettre sur un piédestal, en fait, de renforcer cette idée ou d'entretenir cette idée qu'au fond, ils sont mieux à même, d'ailleurs mieux à même que l'État, de faire face aux enjeux, mieux à même que la collectivité de faire face aux grands enjeux auxquels nous sommes confrontés actuellement. Bonsoir, merci pour votre intervention. Je vais vous donner un peu de contexte. Je travaille pour 2 organisations qui luttent contre la pollution plastique. Et votre commentaire tout à l'heure sur remettre au centre la production, c'est là-dessus que je voudrais faire un commentaire. S'agissant de la production de plastique, si on prend la totalité de la production de pétrole aujourd'hui, environ 8 à 10% de ce pétrole sert à fabriquer du plastique vierge. Donc, ça vous donne un ordre d'idée. Depuis quelques années, la production totale de plastique dépasse le poids total de l'humanité par an. Maintenant, sur ces 8 à 10% de plastique vierge qui sont produits, vous avez 9% qui sont recyclés, 12% qui partent à l'incinération, et le reste, ça part dans la nature. Donc, chacun faisant supposément sa part ou ayant son rôle, comme vous le dites tout à l'heure, c'est pour mettre en perspective que chacun des gestes que chacun fait au quotidien, vous pouvez avoir potentiellement 12% de vos revenus qui partent en fumée, puisque dans cette logique de raisonnement, 12% de la production de plastique est incinérée. Donc 12% de pétrole, d'énergie fossile partent en fumée, ce qui ne sert strictement à rien. Donc, pour recentrer la production, pour ne pas remettre la production au centre des discussions, il faudrait voir aussi la consommation de plastique au quotidien par chacune de ces personnes. Après, il y a évidemment ceux qui consomment et produisent plus. On l'a vu dernièrement au traité des Nations Unies sur la pollution plastique. Et vous avez d'autres pays qui produisent moins, mais qui sont quand même impactés. Donc, tout ça pour dire que chacun peut avoir un rôle à jouer. Et j'aimais bien ce que vous disiez sur le fait de remettre la production au centre de la discussion. Vous pouvez répondre comme vous voulez, commenter. C'est pas vraiment une question, c'est juste pour alimenter la discussion en fait. C'était pas une question. Non mais merci. En tout cas, non, c'était très. Enfin voilà, j'ai rien à rajouter parce que non, c'était très instructif et oui. Après, voilà, je pense que quand je dis recentrer la production, bien sûr qu'aussi, ça ne veut pas dire pour autant que les gestes individuels doivent être mis de côté. Mais en même temps, encore une fois, ça renvoie à cette question du cadrage et de la présentation de l'enjeu, parce qu'au fond, en insistant tout le temps sur la consommation, bah, finalement, c'est ce qui permet aussi d'avoir les discours dont on a parlé tout à l'heure, du travail, qui disent « Ok, certes, j'ai un mode de vie excessif, mais je compense ce mode de vie par l'achat de je ne sais pas combien des milliers d'hectares de forêts vierges en Amazonie. » Donc cette focalisation sur la consommation, c'est aussi une manière, en tout cas c'est utilisé en fait par ceux qui ont une responsabilité plus grande aussi pour finalement justifier aussi leur solution face à la crise. Bonsoir, moi j'avais une question par rapport aux ultra-riches qui ne viennent pas des pays occidentaux ou de Nord-Amérique, par exemple ceux issus des BRICS, parce que ce sont aussi des pays qui vont être rudement touchés par la crise. Est-ce que vous avez pu analyser certains d'entre eux? Est-ce qu'ils sont concernés? Est-ce qu'ils s'en fichent? C'est une très bonne question qu'on m'a déjà posée et c'est vrai que dans mon travail, en tout cas
par rapport aux acteurs que moi j'analyse. C'est pour ça que j'insiste bien, les acteurs que j'analyse, je ne considère pas que, en tout cas, ce n'est pas tous les acteurs ou tous les ultra-riches engagés sur le climat. C'est vrai que ceux que moi j'analyse, ce sont, pour la très très grande majorité d'entre eux, sont des acteurs soit nord-américains ou européens. Mais oui, effectivement, les ultra-riches, il y en a aussi dans les pays dits du Sud. On voit aussi, notamment en Chine, il y a l'exemple de Jack Ma, il y a certains d'entre eux qui s'intéressent ou qui s'engagent un peu sur ces questions environnementales. Mais par contre, pour ce qui est de l'engagement vraiment, un engagement que moi je considère comme étant vraiment politique, c'est-à-dire avec une volonté de promouvoir en fait une idée bien particulière de la transition bas carbone, j'ai pas encore trouvé ce même niveau, on va dire, d'engagement et d'organisation dans le débat politique, visant vraiment à orienter, on va dire, les décisions politiques, et aussi, que ce soit au niveau national ou au niveau international, dans le cadre des négociations climat internationales. On a parlé de ces ultra-riches, et puis en regardant autour de nous, je pense qu'il y a aussi des autres ultra-riches qui s'en fichent royalement de toute cette histoire du climat, qui travaillent avec toute leur force pour nuire au climat, pour divulguer des climats, disons, promouvoir des climats sceptiques et des choses comme ça. Est-ce que ces ultra-riches, vous voyez, est-ce que c'est des perles rares ou est-ce qu'ils ont une proportion, je dirais, raisonnable parmi tous ces ultra-riches? Comment vous voyez ça? Alors c'est une très très bonne question. Je serais incapable de dire, on va dire, d'avoir j'ai pas de chiffres ou de proportions en tête, mais en tout cas vous avez raison. En fait, il y a aussi des ultra riches qui en tout cas, qui s'en fichent du climat, ou en tout cas qui se positionnent clairement en faveur des intérêts en fait de l'industrie fossile. Ça, on en a aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qui est intéressant à analyser, c'est qu'en fait, il y a aussi des luttes intracapitalistes en fait, autour de la question climatique, à la fois entre ceux qui veulent continuer le business as usual et qui veulent surtout pas qu'on touche aux intérêts fossiles, les autres que moi j'analyse plutôt dans ce livre, qui sont au contraire en fait, qui ont parfois un discours qui est assez offensif en fait, à l'égard des intérêts fossiles. Pendant longtemps, c'était à l'égard de l'industrie et du charbon, mais maintenant de plus en plus, et on l'a vu récemment avec, je sais pas si vous avez peut-être vu circuler le discours d'Al Gore qu'il a fait récemment, où il s'attaque vraiment frontalement à l'industrie fossile. Donc on voit aussi qu'il y a des tensions en fait, intracapitalistes autour de ces enjeux-là, et il y a aussi des tensions intracapitalistes autour des questions, des solutions en fait, à apporter. Il y en a certains qui sont plus favorables justement à des solutions technologiques, et notamment à des solutions comme le captage de carbone. Il y en a d'autres qui sont plus favorables au nucléaire. D'ailleurs, des personnes comme Bill Gates, ils sont plutôt favorables en fait au nucléaire, qui présente comme une énergie propre. D'autres qui au contraire insistent beaucoup sur les économies d'énergie et les renouvelables. Donc en fait il y a toutes ces tensions qui existent. Moi encore une fois, ceux que j'analyse, ce sont plutôt ceux qui poussent pour le capitalisme vert et qui pousse pour les renouvelables et les économies d'énergie. Après, ce que l'on voit aussi, c'est des acteurs qui pour le coup, et ça renvoie à cette question du risque, en fait, encore une fois, qui contredit le discours et le narratif qui est promu. Quand on écoute un Jeff Bezos, on a l'impression que le risque, il en prend tous les jours. Enfin, voilà, il va dans l'espace à bord de sa fusée, il est parti de rien, il a investi, voilà. Alors qu'en fait, ce sont des gens qui détestent le risque, en fait. Justement, tout ce qu'ils font, c'est pour réduire les risques. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que parfois, ils vont d'un côté investir à travers leur fondation dans des organisations qui engagées sur le climat, et en parallèle, ils vont investir en Nouvelle-Zélande pour s'acheter quelques milliers d'hectares pour s'y construire un bunker au cas où, pour pouvoir s'y échapper. Donc en fait, ils combinent en fait, tout un tas de stratégies, parfois en fait qui sont même presque contradictoires, tout simplement parce qu'en fait
au fond du compte, leur priorité, c'est encore une fois de préserver leurs intérêts, en fait, leurs intérêts de classe. Et donc, pour réussir ça, en fait, ils déploient une diversité de stratégies différentes. Moi, je trouve absolument fascinant à quel point vous connaissez ces personnes. Et je suis chercheuse aussi à l'Université de Genève, dans un tout autre domaine. Mais du coup, je me demande comment vous avez fait leur connaissance, comment vous êtes entré dans ces cercles, comment vous vous êtes présenté. Enfin, que vous nous parliez un peu du travail d'enquête en coulisses, ça m'intéresse beaucoup. Et aussi, quels sont vos contacts maintenant? Est-ce que vous avez eu des contacts avec eux après la publication du livre? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Oui, alors... donc, je ne suis pas moi-même ultra riche, donc c'est pas comme ça que je suis rentré en contact avec eux. Donc déjà, ça, on peut l'enlever de la liste. Non, en fait, déjà, je pense qu'il y a une partie des personnes enquêtées qui sont très fiers de ce qu'elles font, en fait, qui croient fondamentalement dans ce qu'elles font. Et mon objectif dans le livre, en fait, c'était tout simplement de raconter aussi leur vision de ce que doit être la transition bas carbone. Et du coup, en fait, très souvent, dans de nombreux cas, je me présentais chercheur en train de faire un bouquin sur ce sujet. Et ils étaient ravis de me parler de ce sujet-là, tout simplement parce que, fondamentalement, ils sont persuadés que leur solution face à la crise climatique, leur vision de la transition bas carbone, c'est la bonne, en fait, et qu'elle est justifiée, en fait. Donc il y a ce premier groupe d'individus qui, pour le coup, en général, aimaient beaucoup parler de comment, en plus, ils étaient incroyables et ce qu'ils faisaient, c'était incroyable. Donc je les laissais parler gentiment. Et après, il y a aussi, alors, ce dont on parlait tout à l'heure, en fait, aussi certains qui, alors pour le coup, j'ai pas juste interviewé des gens qui travaillaient, on va dire, dans ces fondations et tout ça. J'ai aussi interviewé des gens qui, notamment des acteurs des ONG ou des acteurs qui étaient aussi dépendants à l'égard de ces organisations, qui, elles, pour le coup, m'offraient aussi un autre regard, en fait, sur ces organisations-là, mais qui aussi côtoyaient ces acteurs. Il y a le micro qui s'est augmenté. Donc voilà. Et puis enfin, après, au niveau de pour réussir à rentrer en contact avec elles, l'outil que j'ai le plus utilisé, c'est LinkedIn. Donc si vous allez sur LinkedIn, vous allez voir que je suis copain avec vraiment beaucoup de beau monde. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est comment les gens aiment se mettre en valeur sur LinkedIn. C'est un peu l'objectif, je pense, du site, mais ils racontent toute leur vie, genre tout ce qu'ils ont fait. Et du coup, en fait, une fois que vous avez réussi à rentrer en contact avec une personne sur LinkedIn, si en plus une autre personne que vous voulez interviewer voit que vous êtes copain avec cette personne, qui est très importante, dans leur réseau professionnel, parce qu'en fait, encore une fois, ça renvoie aussi à cette question de la transition et de la question climatique comme secteur, en fait, aussi économique, quelque part, dans lequel on peut aussi faire carrière. En fait, ils sont aussi tout à fait disposés à vous parler, parce qu'au fond, ils voient que vous faites partie du même réseau. Après, ils se rendent vite compte que vous n'êtes qu'un simple chercheur, que vous n'allez rien leur apporter d'un point de vue de progression de carrière, mais par contre, ils sont quand même contents, ils aiment vous parler, d'autant plus que vous avez parlé à d'autres, et donc ils veulent être aussi interviewés justement pour parler de ça. Donc voilà, donc en fait, c'était assez facile finalement comme enquête, et encore une fois, LinkedIn comme outil, c'est quand même pas mal pour réussir à toucher finalement ces publics, et notamment pour réussir à reconstituer aussi des réseaux en fait d'acteurs, parce qu'au fond sur LinkedIn on a toute la trajectoire professionnelle d'une personne, donc en fait on voit finalement aussi que très souvent un tel il est passé par McKinsey à telle période, il travaillait sur les questions environnementales, ensuite il est allé travailler pour telle organisation. Du coup ça permet de reconstituer aussi des réseaux interpersonnels qui jouent aussi un rôle très important dans la normalisation et la diffusion aussi de discours, et notamment ce discours dont je parle dans le bouquin. Et du coup, qu'est-ce qu'ils t'ont dit après? Peut-être positivement, et j'imagine peut-être certains négativement.
J'avais eu un peu l'expérience avec mon précédent livre sur les fondations philanthropiques. En général, quand ils ne sont pas contents, ils disent rien, en fait, parce qu'ils ne veulent surtout pas en parler, ils ne veulent surtout pas qu'on en parle. Donc, en fait, donc le silence, en général, c'est en général qu'ils sont fâchés. Mais ce qui est aussi arrivé, c'est que oui, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont ensuite contacté ou de personnes dans ces réseaux-là, en fait, comme je disais tout à l'heure, qui ont pris contact avec moi pour en parler. Encore une fois, ils sont en général en désaccord avec mon interprétation, mais par contre, ma description, ils ne la contestent pas. Au fond, c'est un peu le principal. On est en Suisse, à Genève. Et dans votre bouquin, à part le WEF et cette entreprise qui a été citée ce soir, on ne retrouve pas tellement la Suisse et Genève. Et je me demandais, en fait, on est un peu déçu en bien quand on lit ça. Et je me posais la question par rapport à la finance verte, à des personnages très emblématiques comme Bertrand Piccard, qui a réinventé le développement durable 30 ans plus tard, qui demande 5 000 francs par conférence minimum. Voilà. Est-ce que, comme vous connaissez un peu la Suisse en plus, est-ce qu'il y a un rôle, est-ce qu'on est très discret, enfin, quel est le rôle de la Suisse? Et puis je me demandais aussi, est-ce que les ultra-riches ne sont pas un peu aidés par les riches? Je veux dire, par là, il y a les 1%, mais il y a aussi les 10-20 dont on fait quasiment tous partie. Les conséquences d'un mode de vie bas de carbone, pour nous, elles seraient énormes. Et l'efficience énergétique, ça génère de l'effet de rebond, qui génère de la croissance, qui génère des budgets pour de la culture, de la santé, etc. Et les énergies vertes, s'il faut sortir du fossile et du nucléaire, c'est quand même une réduction assez massive. Donc je me demandais... Est-ce que c'est pas plutôt ne pas avoir, ne pas faire, plutôt que faire et avoir? Est-ce que c'est pas plus de renoncement que d'action qu'il faut? Et puis, en tout cas, à long terme, est-ce que c'est pas plutôt détruire la richesse plutôt que de la redistribuer? Sur la dernière point, ça va être difficile de répondre rapidement, mais oui, non, mais en tout cas sur le premier point, le plus simple peut-être pour moi, sur Genève et la place de la Suisse. La Suisse n'est pas du tout à la marge, dans le sens où plusieurs des fondations que j'analyse et que j'étudie certaines d'ailleurs sont basées à Genève, mais elles sont très impliquées. Après, effectivement, je ne parle pas de Bertrand Piccard dans le bouquin, mais c'est un exemple intéressant en fait de sorte d'homme sandwich du capitalisme vert, quoi. Enfin, pour faire court. Mais il y en a plusieurs en fait, qui contribue aussi un peu à la diffusion, à la normalisation en fait de ce discours, de ces des solutions qui lui sont associées. Mais oui, après, je pense qu'il y aurait effectivement un travail intéressant à faire sur Genève, notamment du fait que, comme je le disais au début, en tout cas la Suisse aussi, c'est une sorte de rapport aussi à la finance. De nombreux philanthropes qui sont engagés aussi sur ces questions climatiques. Voilà. Après, dernier point sur la redistribution ou la destruction de la richesse. Oui, c'est un point intéressant, mais ça renvoie. Mais le point d'avant était aussi intéressant sur la question de la classe des ultra riches et des riches. Et je pense que ça c'est un point intéressant, surtout quand on analyse. Et il y a des travaux de sociologues qui ont été faits aussi sur l'analyse en fait de la composition sociale du mouvement climat, mais aussi des organisations et des think tanks, de toutes ces organisations qui sont actives aussi autour des questions climatiques. Et effectivement, il y a une forme d'homogénéité, en fait, d'un point de vue social et socioculturel, qui quelque part, permet aussi d'expliquer, en fait, pourquoi finalement on cadre l'enjeu climatique de la manière dont on le cadre, en fait, notamment avec cette focalisation sur les enjeux de consommation plutôt que sur les enjeux de production. Je rajoute juste peut-être rapidement un élément que je soumets au public. Sur la première partie de votre question, sur la finance durable, il y a une association, organisme qui s'appelle Sustainable Finance Geneva, qui avait participé à Alternativa en 2021 et qui justement est formé de plusieurs banques, des dizaines, voire centaines, je crois, ONG, qui mélange un peu société civile, économie privée, qui est dirigée par l'ancienne maire de Genève, PS Sandrine Salerno.
bon, bah, voilà, peut-être qu'il y avait des gens qui étaient là en 2021, et tu mentionnes souvent cet élément de devoir ouvrir le débat avec des personnes qui promeuvent cette finance durable, cette finance verte. Donc voilà, je ne sais pas si toi tu veux en dire un mot sur le dialogue que Alternatiba peut avoir avec ce genre d'organisme, peut-être des anecdotes de gens qui étaient là en 2021, malheureusement j'y étais pas là, dans l'événement qui m'a été suggéré par un collègue et qui était là, sauf erreur, en tout cas qui s'en souvenait. Bon voilà, peut-être c'est un élément de discussion intéressant pour rebondir sur votre question. Oui, alors sur ça, je ne connais pas cette initiative spécifique, mais par contre, je pense que le point que tu soulèves sur la question de créer des espaces de dialogue, encore une fois, pour moi, c'est un des éléments centraux et quelque part, peut-être le reproche, mon principal reproche en fait, à l'égard de ces élites que j'analyse dans le bouquin, c'est qu'en fait, elles veulent fermer le débat. Alors qu'en fait, au contraire, je pense notamment sur les questions de la transition bas carbone, le débat contradictoire, il est plus important que jamais, en fait, parce que c'est ce débat contradictoire qui permet aussi de prendre en compte, en tout cas d'intégrer en fait des éléments qui peut-être n'avaient pas été ou avaient été sous-estimés par le passé. Et encore une fois, je pense que c'est ce qui manque, en tout cas c'est ce qui manque. Encore une fois, je pense, ici quelque part, c'est un peu le contre-exemple de ça, mais il y a une vraie volonté, en tout cas ce que j'ai pu constater, c'est une vraie volonté de fermer le débat plutôt que de l'ouvrir sur ces questions de transition. Et pour moi, c'est vraiment problématique. Et c'est ce qui a, d'un point de vue politique même, c'est ce qui a en partie, pour moi, expliqué aussi la victoire de climato-sceptiques comme Trump aux États-Unis sur un discours qui était justement un discours où il avait vraiment insisté sur la défense des travailleurs de l'industrie charbonnière qui allaient perdre leur boulot du fait de la transition bas carbone. Et je pense que c'est parce qu'il n'avait pas des élites climatiques n'avaient pas réussi à intégrer, par exemple, ces questions de la transition et notamment de la justice sociale dans la transition, en particulier pour les travailleurs du fossile qui allaient perdre leur emploi du fait de la transition bas carbone, que finalement aussi on s'est retrouvé avec des personnages comme Trump au pouvoir aux États-Unis. Bonsoir. Il y a une chose qui me frappe, c'est que dans ce que vous avez dit, oui, on pourrait taxer un max les ultra-riches, ce serait bien de contrôler, par exemple, l'énergie et les nouvelles énergies. Mais qui fera ça? C'est bien sûr l'État, c'est bien sûr les décisions des parlements. C'est des lieux sur lesquels nous, on pourrait agir, et d'ailleurs on essaye d'agir en tant que société civile, quand on fait nos actions, peu importe si elles soient légales ou illégales. Et on voit que jusqu'à maintenant, les ultra-riches, ils doivent détester les parlements et l'État, puisque s'ils prennent la décision de les taxer un max, ils ne vont pas aimer. D'ailleurs, ils sont toujours en train de proposer qu'il faut réduire les impôts. C'est leur unique souci, au contraire d'imaginer qu'ils pourraient servir à quelque chose d'utile dans la transition écologique. Et la façon dont la justice condamne les militants qui luttent pour le climat montre aussi que pour l'instant, l'État, les parlements sont du côté des ultra-riches et pas du côté de la transition écologique. Alors, est-ce que vous leur avez de temps en temps posé la question, ou est-ce que nous, on pourrait se poser la question, il est temps enfin qu'on élise des gens qui puissent faire changer les choses et prendre des décisions, comme par exemple taxer un max les ultra-riches? Oui, non, je pense que c'est un point très, très, très important. Pour moi, ça touche justement à cette question un peu de ce qu'on pourrait appeler une sorte de repolitisation du débat sur le climat, en fait, qui est très politique, dans le sens où ce qui est présenté comme apolitique, c'est-à-dire les solutions, le capitalisme vert est présenté comme finalement, encore une fois, une sorte de traduction de la science du climat en action. En fait, c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est fondamentalement politique. Et je pense que, mine de rien, ce qu'on commence à voir, en fait, et je sais pas, en tout cas, moi, je parle peut-être du point de vue de ce que j'ai pu constater en France, notamment lors des dernières élections, c'est la confrontation de projets politiques autour de la question de la transition bas carbone. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une repolitisation de l'enjeu de la transition, dans le sens où, en fait,
on a le choix en tant qu'électeur de plus en plus entre différentes visions ou différents projets de transition bas carbone. Donc c'est pour ça que pour moi, enfin, voilà, moi je suis plutôt optimiste de ce point de vue-là. Parce que ce que je constate aussi, peut-être de façon très naïve en France, c'est la confrontation de projets de transition de plus en plus affirmés. D'un côté, des projets qui, pour le coup, se revendiquent du plus grand nombre et qui, justement, cherchent à intégrer aussi en leur cœur des questions de justice. Et de l'autre, en fait, des projets qui, pour le coup, sont des projets un peu comme la politique qui est menée actuellement en France, en fait, autour de la transition bas carbone. C'est un projet qui vise essentiellement, en fait, à subventionner, en fait, les acteurs privés et qui, pour payer et pour subventionner ces acteurs privés, ponctionne en plus dans les différents services publics qui existent dans le pays. C'est pour ça que, d'ailleurs, dans la mobilisation sur les retraites, on avait aussi des convergences intéressantes entre les syndicats qui se mobilisaient et les organisations environnementales qui manifestaient aussi, en fait, derrière des slogans comme contre les ultra-riches, qui faisaient aussi ce lien, finalement, entre la réforme des retraites, qui était justifiée pour des raisons budgétaires, et de l'autre côté, en fait, le soi-disant projet de transition environnementale qui était porté par le gouvernement actuel. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que oui, les ultra-riches ont une influence sur le politique, mais en même temps, j'ai quand même, naïvement, j'ai aussi le sentiment que de plus en plus aussi, ce que l'on voit, c'est émerger en fait des réels projets qui ne sont pas juste des projets où c'est voilà, il faut agir sur le climat, mais qui traduisent aussi une certaine vision de la société, et qui s'inscrivent aussi dans une sorte de démarche collective qui en tout cas, qui se veulent en fait représentatifs des intérêts de tel ou tel groupe social dans la société. Est-ce que parmi ces ultra-riches, il y en a qui conçoivent une sortie du modèle capitaliste? Parce que il me semble que les solutions qui sont présentées dans ce que nous présente comme du capitalisme vert, finalement c'est du capitalisme. Et est-ce qu'il y en a qui proposent, qui militent pour une sortie de ce modèle? Voilà. Merci. Oui, c'est une très, très bonne question. Oui, il y en a, en fait. C'est assez... Alors, ils sont assez marginaux, mais en fait, ce que l'on voit aussi, c'est notamment chez les héritiers, c'est-à-dire donc chez les enfants de riches, donc des gens qui ont hérité de la fortune de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et du coup, dans cette sorte de nouvelle génération, du coup, c'est une génération un peu plus jeune, on retrouve effectivement des personnes qui, en fait, ont un discours qui est très, très... critique et très radicale, et qui d'ailleurs à travers leurs fondations, encore une fois ce sont des fondations par rapport à celles que moi j'analyse, ce sont des fondations plutôt petites, et, voilà, mais elles soutiennent en fait des organisations qui pour le coup ont un discours radical, voire anticapitaliste en fait. Donc ça existe. Et d'ailleurs ça a toujours existé en fait. Si vous regardez même l'histoire des révolutions du XXe siècle et de la gauche radicale, mai 68, il y avait aussi souvent une personne aussi qui apportait aussi une contribution financière et qui permettait aussi à ces idées radicales de se répandre et de se développer. Et c'est un peu le cas ce qu'on voit aussi aujourd'hui. Mais encore une fois, ça reste plutôt marginal. Mais en tout cas, c'est une population qui est aussi très intéressante à analyser pour essayer de comprendre aussi leur motivation, qui est une motivation assez particulière dans le sens où ils sont aussi dans une sorte d'autocritique finalement, de leur propre milieu d'origine, de ce qu'ils sont en fait. Et donc ça, c'est assez intéressant à analyser. Oui. Merci beaucoup. Je propose qu'on s'arrête là. C'est déjà 20 heures passées. Je vous remercie encore d'être venus nombreuses et nombreux. Je vous rappelle que c'était la soirée d'ouverture et qu'il y a encore une semaine d'événements, d'actions. Et voilà, c'est assez riche pour que vous puissiez encore revenir, j'espère. Bonne soirée à tout le monde. Et merci.